le nouveau Larousse universel en 2 volumes, on trouve à la lettre R Ramu, Charles Ferdinand, écrivain suisse de langue française, né à Cuy, sur le lac Léman, mort à Lausanne, 1878-1947. Il a évoqué dans ses romans l'âme des paysages et des hommes de son pays. Il a écrit dans un style rude et raboteux, d'une gaucherie voulue, mais qui ne manque ni de force ni de poésie. Oui, eh bien, il faut avouer que non seulement c'est insuffisant, mais qu'une sourde irritation vous envahit quand on lit ça. D'abord, écrivain suisse de langue française. Savez-vous ce que l'on comprend? Que Ramu est écrivain suisse, suissard, sans antériorité de son génie propre à lui, avant le fait d'être suisse, ce qu'il est assurément. Mais enfin, il n'a pas besoin de lui hurler jusqu'aux étoiles. Ensuite, le suisse de langue française ne signifie rien. En effet, si l'on est tant soit peu instruit, en tant soit peu formé par les manuels les plus élémentaires, l'on sait que tous les Suisses romains, sans exception, sont de langue française. Ils ne peuvent pas faire autrement, étant naturellement ainsi. Parle-t-il bien? Parle-t-il mal? C'est une question à serrer de près. Je trouve, ayant toute la littérature franque devant moi, qu'il parle bougrement mieux qu'un rédacteur d'articles de dictionnaire de la nationalité des taquineurs des goujons en Seine-et-Marne ou Oise, quand il se mêle de faire des définitions comme celle-ci. Ou alors, il aurait fallu dire, quand il s'agit de Stendhal, écrivain dauphinois de langue française, ou de Joseph de Maistre, écrivain savoyard de langue française, ou de Chateaubriand, écrivain armoricain ou breton de langue française, ou alors de Napoléon Ier, dramaturge et législateur corse de langue française, etc., etc., etc. La Suisse, répétons-le bien, après que Ramu l'a répété tant de fois, est une respectable façon d'être, mais enfin c'est moins une nation, au sens où les Français qui parlent pointu l'entendent, qu'une confédération des nations. Ces nations sont au nombre de 24. Il y a le pays roman, donc de langue franque ou française, mais non nécessairement francicienne, cartésienne et semi-intellectuelle à tout propos. Et le pays almanique, le pays romanche, le pays italique. Voyez-vous, je pourrais en dire encore plus, mais je m'arrête. Merci quand même pour le qui ne manque ni de force ni de poésie. Cette réserve n'est due qu'à la pusillanimité, car il ne manque pas en France, même en France, des propagandistes ramusiens des plus ardents. Il est également stupide et fou de dire que Ramu a évoqué dans ses romans l'âme des paysages et des hommes de son pays. Ramu n'a fait que dégager, dans ce qu'il avait sous les yeux, un spectacle apte à traduire ce que Fromentin appelait le grand classicisme éternel. Point de folklore, s'il vous plaît, ni de curiosité. Non, cette note du nouveau Larousse universel en 2 volumes est tout à fait insuffisante. Ramu, quand il est chez lui, ne se dessaisit pas d'une sorte de foulard garibaldien sans lequel il me serait difficile de le concevoir. Il porte presque toujours un chapeau de très beau feutre, mais ancien, sauvé, paraît-il, d'un lot de vêtements destinés à des incendiés et qui lui chauffent la tête. Il est en effet excellent de se chauffer la tête. Ainsi, prémuni et défini, il passe la première partie de la matinée à pester et à grommeler contre on ne sait qui ou quoi, qui peut avoir un rapport à un filtrage de café qui ne s'accomplit pas comme il le voudrait, ou à des pipes qui s'engorgent. En même temps, il s'occupe avec sollicitude de sa fille et veille à ce que rien ne lui manque avant son départ pour l'école. Ensuite, comme la veille, comme le lendemain, comme toujours depuis bientôt 20 ans, il rogne des feuilles, prépare du buvard, se munit de cigarettes et pense devant le papier.
Son travail est très régulier, excellent tout de suite, presque sans rature. Il y a à sa table des choses saines et choisies, du miel en rayon, de bons fromages, de solides pièces de viande, de beaux légumes. Le vin aussi y est honnête. Je donne ces détails parce qu'ils sont essentiels. Comme le dit le philosophe, pas Confucius, l'autre. Ceux qui ont une propriété permanente suffisante pour leur entretien ont l'esprit constamment tranquille. Ceux qui n'ont pas une propriété permanente n'ont pas un esprit constamment tranquille. Ce que confirme le stagirite disant « Nam sine rebus ad dictum necessaria neque vivere neque, bene vivere fas est ». Malgré cela, Ramus fait du beau tumulte quand il en a envie, des sorties, des explosions, des éclats de rire, des imitations qui font trembler le sol, car c'est quelqu'un d'extrêmement drôle que Ramus. Je ne veux pas dire qu'il fasse de l'esprit. Mon Dieu, non. On en entend assez ailleurs. Ce qui déclenche le rire est une façon qui lui est propre, inimitable. Par exemple, non de contredire, mais de rétablir par une simple énonciation, terme par terme, et crier très fort du contraire. Ce qu'il dégage est tellement sensé qu'on rit non parce que c'est drôle, mais parce que c'est drôle que la vérité soit si simple. Ainsi, une dame exaltée sur des installations racontait qu'elle aimait voir une seule fleur dans un seul vase. « Pas du tout », avait-il crié tout de suite. « Ce qu'il faut, c'est beaucoup de fleurs dans beaucoup de vases. » Une autre dame, receveuse dans un bureau de poste, disait « Monsieur Ramus, il faut absolument que je vous fasse connaître une amie qui désire beaucoup vous voir. Est-ce qu'elle est belle? Je ne sais pas, mais tellement intelligente. Faites attention. L'intelligence périt, tandis que la beauté reste. Il n'y a que la beauté qui est de l'importance. Chez une femme? Non, surtout chez l'homme. » Ramus a dépouillé ce pays de toute vanité, de toute parure d'emprunt. Il a délivré des fausses images. Il lui a appris l'équité en lui donnant la force. Le rendant à son humilité, il l'a rendu à son honnêteté, à son autorité. Il l'a rendu capable de se signifier. Il lui a fait produire ses irrécusables témoins. Il l'a élevé à manifestation authentique. Il lui a donné le droit d'être ce qu'il est, de faire ce qu'il fait, à contentement de justesse, à pleine et directe portée d'image, à suffisante raison d'image ajustée. Être, c'est créer à son image. Le créateur ne peut que se représenter lui-même à sa propre pensée. Il ne peut que s'imaginer. Ramus a instauré une nouvelle justice, un nouvel ordre, un nouveau classement des gens et des choses. C'est un nouveau sens de la dignité et de la beauté. Dans ce monde où sa volonté préside, rien n'est reconnu valable, rien n'entre en compte des propriétés, rien, si je puis dire, n'est passé aux écritures de l'état civil que ce qui de sa forme naturelle peut être mué à forme d'effigie. De réalité de nature muée à réalité d'image, tout se mesure et s'estime à cette aptitude. Et rien n'est apte à parfaite transubstantiation que ce qui est à l'état ingénu, à l'état d'humilité première, à l'état de simple nature et d'élémentaire pureté. L'image, alors, a puissance certaine des signes. Un signe vive et ne sont grands chez Ramus que le cœur simple et les choses pures, les paroles utiles et les gestes du labeur nourricier, ce qui est sans mélange et presque sans conscience, étant des nécessités. Nulle psychologie, totale poésie, intégrale force d'image, force aussi absolue qu'une force de nature, force aussi élémentaire, aussi implacable, aussi indifférente à toute morale. Voix d'une probité parfaite et qui n'agit jamais hors de son unique tâche. Transmettre la page écrite sans la moindre surcharge expressive. Ce chant vous attend dans sa parfaite et pure et vivante nudité.
Mais une forte maîtrise de soi ne peut empêcher Ramu de s'abandonner corps et âme au déroulement du poème. Le geste seconde la voix. La main situe dans l'espace tel lieu que construit la phrase. Parfois même, elle y étend d'un seul coup, dirait-on, la touche de couleur dont un moule a chargé. Le bras monte, avec son riche fardeau de syllabes, et sa chute soudaine figure irrésistiblement la propre cassure du rythme et son brusque retombement. Consentir, accepter. C'est ici un autre trait foncier de l'être poétique de Ramu. Il est un de ceux qui ont accepté le monde. Et bien loin de revêtir la forme passive d'une quelconque résignation sans espoir, son acceptation naît, irrésistible et totale, de l'amour. Un amour assez grand pour savourer les pires amertumes sans en périr, assez haut pour ne s'exprimer jamais à vide, si je puis dire, mais toujours incarné dans les êtres et les choses qu'il recrée et nourrit de son sens secret, d'où en chaque phrase, fût-elle en apparence la plus apaisée et la plus impassible, de cette sourde résonance qui atteint tout droit notre propre cœur. Je regarde par la fenêtre les bourgeons du cognacier qui, de jour en jour et presque d'heure en heure, s'ébouriffent un peu plus et s'encouragent à remplir les vides que l'hiver a laissés entre les branches. J'espère vous revoir bientôt et que vous allez reprendre courageusement le long chemin qui, par le lac de Bray et les monts de Lavaux, finit par aboutir ici. Où est-il maintenant, cet ici, mon Dieu? Et quelle route prendre? C'est à chaque fois au seuil du même pays perdu, dans une lumière qui n'est plus d'été, de printemps ou d'automne. Le même groupe d'amis interroge du regard, la même toison brûlée, couleur de paille mûre. Ils attendent, et l'attente autour d'eux semble gagner sourdement tout le pays. Ramu nous a abandonnés, redit l'un d'eux à voix basse. Mais non, j'arrive, me voici, rétorque une voix que tous croyaient à jamais tue. Un bruissement de roseaux secs. Ramu paraît, tel qu'il vivait en eux, debout dans le soleil, le front barré du béret de feutre, le manteau roulé sur l'épaule comme une cape de berger. Il chancelle, rouvre les yeux, les aperçoit et leur sourit. Il dessine, de deux bras roidis, un grand geste gauche. Il fait un premier pas hors des broussailles de la mort. Je m'appelle Jean-Louis Samuel Bolet, né à Pras-Dessus le 24 juillet 1840, d'Urbain Bolet, agriculteur, et d'Eugénie Gautret, sa femme, comme on peut voir sur mes papiers. Je n'avais que 10 ans quand mon père mourut. 5 ans après, ce fut le tour de ma mère. J'allais entrer dans ma 15e année. Un matin que j'étais à l'école, on heurte à la porte. Le régent va ouvrir. Il me dit « Samuel, il te faut rentrer chez toi. » Il avait un air tout drôle. Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne sais pas, c'est Madame Blanc qui vient te chercher. »
Madame Blanc était une de nos voisines. Elle m'attendait dans le corridor. Je la regarde. Et à elle aussi, je lui trouve un air tout drôle. Je me mets à avoir peur. Je demande de nouveau, « Madame Blanc, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais elle avait déjà pris les devants et marchait à grands pas sans se retourner. N'est-ce pas? Je n'étais déjà plus un tout petit garçon, et puis la peine que nous avions à vivre, ma mère et moi, m'avait rendu raisonnable avant l'âge. Je me mets à courir, je la rattrape, je lui dis « Je suis sûr que c'est un malheur. » Et comme elle continue à ne pas répondre, tout à coup, je comprends, je pense, c'est maman. Alors, sans plus m'inquiéter d'elle, je prends mes jambes à mon cou. Notre maison était à l'autre bout du village. La première chose que je vois devant la maison, c'est la voiture du médecin. Une petite voiture à 2 roues, peinte en jaune. Le maréchal, avec son tablier de cuir et ses manches de chemise retroussées jusqu'à l'épaule, tenait le cheval par la bride, parce que le cheval était un peu nerveux. En m'apercevant, il baissa la tête. Il y avait bien là 5 ou 6 personnes outre lui. Tout le monde se tait brusquement. Ceux qui se tenaient devant la porte s'écartent. Je courais toujours. Personne n'a eu l'idée de m'arrêter au passage. J'entre comme un fou. Je trouve maman couchée sur son lit. Elle n'était pas déshabillée, mais son corsage était tout dégrafé. À côté d'elle se tenaient le médecin et 2 femmes qui, tous 3, se penchaient sur elle. Le médecin avait à la main une serviette mouillée avec laquelle il lui frottait les tempes. Puis il se mit à lui frapper la figure avec le coin de la serviette. Maman alors ouvrit les yeux et poussa un grand soupir, sur quoi, de nouveau, elle se raidit. Elle avait le bout du nez tout blanc et les lèvres bleues. Je me souviens aussi de ses cheveux parce qu'ils étaient bien lissés d'ordinaire, et à présent ils traînaient en désordre sur le traversin. Elle avait donc ouvert les yeux, mais déjà elle les avait refermés. Elle n'avait même pas eu le temps de me reconnaître. Et moi, je restais là, debout au pied du lit. Et moi non plus, je n'avais rien dit. Il m'avait fallu un moment pour mettre en ordre mes idées. Mais voilà que tout à coup, maman se renverse en arrière, saisit des 2 mains le coin du coussin, s'y cramponne. En même temps, il se fait un bruit dans sa gorge, comme quand un bassin de fontaine se vide. Moi, je m'étais mis à pleurer. Le médecin se retourne et dit « Qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin ?» Il m'empoigne par un bras, une des femmes par l'autre, ils m'ont fait sortir, je n'ai plus rien su. Sauf que dans l'après-midi, maman était morte. Et 2 jours après, on l'enterrait. Comme on revenait du cimetière, mon oncle, c'était un frère de mon père, il s'appelait Julien Bellet. La cuisine était pleine de gens en train de boire et de manger. Mon oncle s'approcha de moi et me dit « Il te faut venir derrière la grange. » C'était pour que nous fussions seuls. On va derrière la grange. Il se tenait un peu penché pour me parler. Moi, au contraire, j'étais obligé de lever la tête. Une vieille herse s'était dressée contre le mur, les dents en avant. Il m'avait posé la main sur l'épaule, il me dit « Écoute bien, Samuel. » Mais moi, tout de suite, j'avais recommencé de pleurer. Depuis 2 jours, je n'avais pas cessé de pleurer, sauf dans les moments où j'étais distrait. C'était comme si j'avais eu 2 grosses poches d'eau derrière les yeux. Mais lui, il me regarda d'un air sévère. « À quoi est-ce que ça te sert ?» dit-il. Et comme tout honteux, je ravalais mes larmes. « Veux-tu me le dire ?» Je me taisais toujours. « Tu entends ? Je veux que tu me répondes. Tu es assez grand garçon pour te bien tenir. » Il recommence. « Réponds-tu ? » Je fais un effort entre 2 sanglots. À rien. Tu vois, quand on veut, on peut. À présent, on a à causer. Est-ce que tu m'écoutes ? Je fais signe que oui. Eh bien, il faut que tu saches que c'est moi qui suis chargé de mettre en ordre tes affaires
et qu'elles ne sont pas dans l'état qu'il faudrait. Il y a les champs et la maison, mais ta mère devait dessus. Avec la somme qu'on en retirera, ce sera tout juste s'il y aura de quoi rembourser les hypothèques. Heureusement que tu es en âge de gagner ta vie, sans quoi tu tomberais à la charge de ta famille, et quand on est fier, on n'aime pas ça. Il me dit... Est-ce vrai? Je hochai de nouveau la tête. Il te faudra aller en place. Alors voilà, j'ai réfléchi. J'ai été en parler à quelqu'un chez qui tu serais très bien. Monsieur Barbaz de Vernamin. Il m'a dit qu'il consentait à te recevoir, à condition que tu travailles et que tu ne fasses pas la mauvaise tête. Je lui ai dit, il ne manquerait plus que ça. Mon oncle n'avait même pas pensé à me demander si sa proposition me convenait. La chose, comme il disait, avait été réglée, et c'était tant mieux, parce que je n'aurais pas su que lui répondre. Refuser, je n'aurais pas osé. Mentir, je n'aurais pas pu. Mais il venait d'entrer dans mon chagrin, un nouveau chagrin. Je ne pleurais plus maintenant. Je crus que j'allais étouffer. Je m'étais appuyé sur mon trident pour regarder. Quand on m'appelle, je me retourne et je vois une fille nommée Adèle, qui était servante dans la même ferme que moi. Elle était grosse, forte, avec une lourde poitrine, l'air en même temps timide et hardi. Sa chambre se trouvait à côté de la mienne. J'avais bien remarqué qu'à table, où nous étions assis en face l'un de l'autre, elle me regardait plus souvent qu'à son tour. À tout moment, quand je levais la tête, je me heurtais à son regard posé sur moi et me détournais assez mal à l'aise. Mais un instant après, je l'avais déjà oublié. Jamais encore je ne lui avais parlé en particulier. Il allait en être autrement, ce n'était pas difficile à voir. Plantée à 10 pas de moi sur la route, elle semblait vouloir me dire « Cette fois, vous ne m'échapperez plus ». En effet, elle se mit à sourire. Et avant que j'eusse eu le temps seulement de me préparer... Eh bien, vous n'avez pas l'air gai, vous. Je répondis par la première phrase qui me fut venue à l'esprit. Une phrase toute faite. On n'est pas sur cette terre pour être gai. Je parlais comme un vieux. Je n'avais rien trouvé d'autre. Mais elle, à la place d'éclater de rire comme je m'y attendais, la voilà avec ses joues rouges et son air de grosse santé qui hoche la tête, qui soupire et puis... C'est vrai ce que vous dites là. Elle regardait maintenant dans le vague. Toute sa bonne humeur semblait s'en être allée. Encore un peu et elle aurait pleuré. Moi aussi j'étais gêné. Et comme je sentais que le silence durait trop... Alors comme ça, vous vous promenez? Il fait un temps à ça aujourd'hui. Elle ne répond pas tout de suite. Elle soupire de nouveau, puis toujours sans me regarder, et avec son air sérieux. J'ai été jusqu'à la lécherette pour voir si on pouvait avoir le taureau. C'est de ces choses dont il faut bien qu'on parle à la campagne, même entre garçons et filles. Et entre nous, rien n'était plus naturel, puisque nous étions dans la même place. C'est le maître qui vous a envoyé? Oui, pour la brune. Et de nouveau, la conversation parut en devoir en rester là. J'avais beau chercher, je ne trouvais rien. Elle non plus ne trouvait rien. Pourtant, elle ne s'en allait pas. Elle demeurait plantée devant moi sur la route, tortillant entre ses doigts la tache de son tablier. Alors je me levai, et ayant repris mon trident, je le plantai dans un des tas de fumier. Tout à coup, on m'appelle pour la seconde fois. Samuel. Elle était toujours là. Elle n'avait pas bougé. Et son expression change encore. Il se fait un pli au coin de sa bouche. Ses yeux se posent avec assurance sur moi. Son regard devient un peu trouble. Samuel, Me dit-elle. puisque vous vous ennuyez,
et que je m'ennuie aussi, on devrait s'ennuyer ensemble. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Je dis comme ça, au hasard, si vous croyez que ça ne changerait rien, Si, dit-elle. Là-dessus, elle se met à rire. Elle reprend. à bientôt. Elle s'en va. Je la regardais s'éloigner. Elle marchait à grandes enjambées. Ses hanches bougeaient doucement et ses mains, paraissant et disparaissant, faisaient tour à tour une tache rouge de chaque côté de son corps. Moi, je continuais d'étendre mon fumier. Mais une drôle d'inquiétude m'était venue. Je n'aurais pas su dire pourquoi. Le soir, il y eut la soupe comme à l'ordinaire, et Adèle se trouva assise, comme à l'ordinaire, en face de moi. De temps en temps, portant ma cuillère à ma bouche, je jetais un coup d'œil de son côté. Elle ne semblait pas me voir. C'était seulement une grosse fille qui mangeait avec appétit. De temps en temps, elle se levait, allant mettre de l'eau sur le feu, ou vaquant aux soins du ménage. Quand on est servante chez les autres, on n'est même pas tranquille pendant les repas. Après le souper, je monte dans ma chambre. Je n'avais pour m'éclairer qu'une vieille petite lanterne, mais il ne m'en fallait pas davantage. Je me mis tout de suite au lit. Je soufflai ma lanterne. La lune, dans son premier quartier, éclairait faiblement. J'avais caché mes mains sous les couvertures parce qu'il ne faisait pas très chaud. Et m'étant tourné du côté du mur, le drap tiré jusqu'au menton, un drap rugueux à plis cassants, et qu'on nous ne changeait que tous les 2 ou 3 mois. J'essayais de m'endormir. Je n'y arrivais pas. Depuis mon départ de Roche, je n'avais pas retrouvé le sommeil. J'avais beau fermer les yeux et tâcher de ne penser à rien. C'est quand on a les yeux fermés qu'on voit le mieux les choses. C'est quand on ne veut penser à rien qu'on pense le plus. Bientôt 9 heures sonnèrent. À ce moment, j'entendis qu'on montait l'escalier. Adèle devait, après le souper, laver la vaisselle. C'est pourquoi elle était toujours la dernière couchée. Elle passa devant ma porte. Puis, il n'y eut plus rien du tout un grand moment. Tout à coup, il me semble entendre un frôlement. Le bruit cessa presque aussitôt. Tout d'abord, je pensais que j'avais fait erreur. Ce devait être une souris. Cette partie de la maison en était pleine. Mais les frôlements recommencèrent. Brusquement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière la porte et que ce quelqu'un cherche à voir par le trou de la serrure. Je m'assieds sur mon lit. Qui est là? Une voix répond. Est-ce que vous êtes déjà couché? Bien sûr que je suis couché. Est-ce qu'on ne pourrait pas entrer quand même? Je dis, qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Seulement, j'étais seule et je me suis dit que je pourrais faire un bout de causette avec vous. Vous imaginez si j'étais surpris? Mais je le fus bien davantage. Quand tout à coup, la porte s'ouvre et Adèle est devant moi. Un dimanche, j'étais monté jusqu'à Blonay voir une maison qui avait brûlé. On entrait dans le printemps. Il y avait comme une mousseline verte autour des arbres, qui étaient les petites feuilles, pas encore dépliées. La pente douce menait l'œil jusqu'au lac, un peu agité, et qui semblait couvert d'écailles. Il faisait tellement doux que j'avais ôté ma veste,
Mais cette douceur n'était pas seulement dans l'air. Je la sentais aussi qui m'entrait dans le cœur. Dans mon cœur aussi, il me semblait que tout s'était remis à vivre. C'était comme si un conseil m'eût été donné par les choses de la nature, regardant derrière les murs entre lesquels je descendais, le bois encore nu des cèpes qui commençaient à pleurer. Il se trouva que ce soir-là, ni Gringet, ni l'apprenti géomètre ne vinrent manger. Ils avaient des amis chez qui ils soupaient le dimanche. Je me trouvais donc seul à table. Et après le repas ayant couché son fils, Madame Chablot, comme à l'ordinaire, était venue s'asseoir à côté de moi. Seulement, elle n'avait pas son tricotage, parce que le dimanche est jour de repos. Elle paraissait un peu gênée. Elle tenait ses mains croisées dans le creux de sa jupe. Elle n'osait pas me regarder. J'osais, moi, la regarder. Il y a eu un gros feu. Ils ont pu sauver le bétail, mais le mobilier est perdu. Est-ce qu'ils ont manqué d'eau? Non, ils avaient de l'eau tant qu'ils voulaient. Et il est venu des pompes de partout. Mais c'est que le feu a pris dans la grange. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tout était déjà en flammes quand on a appelé au secours. Est-ce qu'ils étaient assurés? Je crois que oui. Et puis, c'est des gens riches. Mais ça fait quand même de la peine à voir. Elle ne me répondit pas. Je repris. Il faisait rudement bon cet après-midi. Pourquoi n'êtes-vous pas sorti? Je ne peux pas. Qu'est-ce qui vous empêche? Il faut que quelqu'un garde la maison. Je voyais un peu ses joues pâles. Je pensais à ses yeux qui ne sentaient plus le soleil. Je fis un petit arrêt. Puis je dis, il y aurait peut-être moyen de tout arranger. Pour la première fois de la soirée, elle leva son regard vers moi, et avec un air étonné. Comment ça? Ce serait que vous alliez vous promener avec le petit. Moi, je resterais pour garder la maison. Elle n'avait pas dû comprendre. Elle me répondit. Oh, je vous remercie, mais ça ne se peut pas. Pourquoi est-ce que ça ne se pourrait pas? Qu'est-ce que les gens penseraient? Alors je vis que le moment était venu. Je rapprochai ma chaise de la sienne et me penchant un peu. Je crois que je me suis mal expliqué. Dites voir, Louise, c'était la première fois que je l'appelais par son petit nom. Elle était devenue toute rouge. Brusquement, elle se leva. Mon Dieu, mon eau qui est toujours sur le feu. Le coq-mare chantait dans la cuisine. Elle y courut, elle le prit, et l'ayant soulevé lentement, et l'un après l'autre, remit les cercles sur le trou. Mais quand elle eut fini, elle ne sut pas que faire. Il fallut bien qu'elle revînt. Sa rougeur avait passé. Elle était plus pâle que jamais. Je n'eus pas l'air d'y faire attention. Elle s'assit de nouveau près de moi. « Est-ce que je vous ai fâché ?» Elle me fit signe que non. Parce que, voyez-vous, c'était sérieux. Et encore à présent, lui dis-je, « Si vous voulez, mais vous ne voulez pas. » Je lui posai la main sur l'épaule. De nouveau, elle chercha à se lever, mais à présent, je la tenais. « Non, ne vous sauvez pas, Louise. Le mieux est de s'expliquer franchement. Ça est venu, je ne peux plus vous le cacher. Alors si vous ne voulez pas, eh bien, c'est votre droit. Je n'y penserai plus. Si vous ne voulez pas, Louise, eh bien, je m'en irai. J'ai l'habitude des changements. Mais si vous me disiez oui, Louise, je saurais à quoi je m'engage. Voyez-vous, j'ai vécu. Je ne suis plus tout jeune. Réfléchissez, on a le temps. Elle fit encore un mouvement pour m'échapper. Puis elle ne bougea plus. Mais je sentais trembler sous mes doigts son épaule. Tout à coup, levant ses deux mains, elle s'y cacha la figure. Un petit bruit se fit. Je dis, « Est-ce que je vous ai fait du chagrin? Est-ce que je vous ai offensé ?» Elle secoua la tête. « Alors ne pleurez plus. » Ma bouche était près de son front. Je n'eus qu'à avancer les lèvres. Elle ne se recula pas cette fois. « Est-ce possible, dis-je? Je n'ose pas le croire. »
Il ne semblait pas qu'elle eût la force de parler. Et moi, continuant, je voudrais tant que vous soyez heureuse. Il me semble que je pourrais, n'est-ce pas? Je gagne ma vie, j'ai 31 ans. On irait ensemble. C'est un raisonnement que je fais. J'avais passé mon bras autour de son cou et je l'attirai doucement à moi. Elle toussa un peu. Puis, elle fit un grand effort et sans lever la tête. C'est que, Dit-elle. puisqu'on cause... Non, ça ne serait pas possible. À cause de quoi? À cause que... Et le mot mit longtemps à venir. À cause que j'ai des dettes. Je lui dis, si ce n'est que ça. Et je la serrai contre moi. On travaillera tous les deux pour les payer. Bien sûr, vous avez trop de peine. On profite des femmes quand elles sont veuves. Est-ce beaucoup? Oh oui, beaucoup. C'est 500 francs. Ah, des bêtises. Et puis ce n'est pas tout. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a le petit Henri? Pourrez-vous l'aimer comme je l'aime? Est-ce qu'il ne sera pas une charge pour vous? Croyez-vous que je n'y ai pas songé? Bien vrai. Et il me parut qu'il y avait une troisième chose dont il eût aimé me parler. Elle eut l'air de chercher ces mots, elle ne trouva peut-être pas ce qu'il fallait. Et comme j'avais repris, on a de l'expérience, on a appris à tout peser. Elle se contenta de me dire, faisant allusion de nouveau à l'enfant, Vous me le promettez? je vous le promets. 2 mois après, le 22 mai 1871, nous nous mariâmes. Quand j'ai commencé cette histoire, je ne pensais pas que j'irais plus loin. Et en effet, pendant tant de temps, je n'ai pu les continuer. C'est que aujourd'hui que je m'y suis remis, peut-être seulement parce qu'il fait beau. Il y a un petit vent de l'Est qui fait bouger les bateaux au bout de leur chaîne. Ils se frottent l'un à l'autre, comme s'ils avaient des puces. Il fait bleu partout dans l'air et sur l'eau. On ne voit pas où l'air finit et où l'eau commence. C'est un tout qui fait bloc avec là-bas une montagne en air pétri. Ils sont faits comme des pans d'air qui sont mis sécher au soleil. Et je me dis qu'en s'appliquant, on verrait peut-être à travers. J'étais ce matin levé les filets avec John. Je suis rentré. J'ai poussé ma table contre la fenêtre. C'est une table qui m'a coûté 5 francs. Mais elle me rend les mêmes services que si elle en valait 10 fois plus. Et m'étant donc assis, j'ai rouvert mon cahier. J'en suis maintenant au 15e. L'idée de la chose m'est venue, voilà déjà 4 ou 5 ans. Et j'en avais alors 60 tout juste. C'était un jour que j'étais allé pêcher à la ligne de fond, du côté de la petite île où il y a pas mal de perches. Pourtant, ce jour-là, ça ne mordait pas. Et assis à l'arrière de mon bateau, ayant déroulé ma ligne à double hameçon, j'avais beau attendre, mais il ne venait rien. Le temps était gris, on se sentait triste. Et je m'étais mis à penser à ma vie. J'étais effrayé de voir le peu qu'il m'en restait. La mort que j'avais devant moi, il me semblait la sentir venir aussi par derrière. J'étais comme quelqu'un qu'on serre par le cou. C'était un mouvement pour échapper, ce mouvement que je faisais, tendant le menton et levant la tête, tant gris. Le poisson mordant mal. Les bateaux verts, larges, carrés. 3 bancs dedans, moi à l'arrière. Et moi alors, fermant les yeux, redescendant avec effort parmi ces choses disparues, mais sans parvenir à les retrouver. Ou bien que j'en attrapais une, l'autre que je tenais déjà m'échapper, parce que j'avais les mains pleines. Les rames grinçaient contre les bordages. Il y avait des corbeaux qui tournaient autour des peupliers. Ils criaient avec ces cris aigres, comme une scie mal graissée quand elle mord dans du bois vert. C'est à ce moment que l'idée d'écrire ma vie m'est venue,
Mais disons que sur les papiers, ces choses que j'ai dites seraient plus faciles à fixer. Il m'y a fallu du temps. Je sais bien, puisque c'est là même toute mon histoire. Mais est-ce qu'il est jamais trop tard? Chaque pas que j'ai fait a été comme quand, avec les yeux, on va d'une lettre à l'autre dans les livres. Prises séparément, elles ne sont rien. Et les mots eux-mêmes ne sont rien. On doit aller jusqu'au bout de la phrase. C'est au bout de ma route que le sens est venu. Je ne savais pas aimer. Il a fallu que j'apprenne. Quand j'ai su, c'était trop tard. Ceux-là s'en étaient allés loin de moi, qui auraient eu besoin de moi et de ma science nouvelle. Je ne trouvais plus que le vide, là où ils avaient habité. Il n'y avait plus que du silence, là où avait été leur voix. C'est comme ça, ai-je pensé. Ton erreur était d'attendre tous deux quand ils attendaient tout de toi. Mais j'ai redressé la tête. Perdu, ai-je pensé. Rien n'est jamais perdu. Tu dis qu'ils sont partis. Regarde seulement en toi. Tâche de montrer qui tu es. Et puisque tu prétends que tu vaux mieux qu'avant, tâche de le prouver que tu vaux mieux qu'avant. Sans quoi, on dira que tu as menti. Et on aura raison de le dire. Alors, je me suis penché sur moi. Et j'ai vu qu'ils étaient vivants. Comme quand il y a du brouillard dans les bois. Et d'abord, on ne voit que le contour des choses. Ainsi, des formes vagues se sont d'abord montrées, et je ne reconnaissais rien. Mais tout à coup, le soleil apparut, une déchirure s'est faite, et c'était comme si les morts se secouaient de leur linceul, et ils se dressaient devant moi. « Ah, c'est vous !» ai-je dit, et eux, ils disaient « Ah, c'est toi !» Je n'ai pas su aimer à temps, c'est vrai. Mais à présent, j'aime en arrière. C'est passé qui n'est plus et repris jour à jour. Ce qui n'a pas été assez vécu et revécu. Les mots qui n'ont pas été dits alors qu'ils étaient nécessaires, ils me viennent en foule à la bouche. Et eux, n'est-ce pas? Ils m'entendent. Eux à qui je m'adresse, en me tournant vers eux avec tous ces mots doux. Ils revivent aussi par cette voix que je leur prête, et eux, ils me prêtent la leur. Et je suis en eux, et ils sont en moi. J'ai tout accepté. Je suis libre. Les chaînes du dedans sont tombées, et celles du dehors aussi. On se tend les bras, on se parle, on est ensemble. Il fait soleil par les lacs où je suis avec mon bateau, et les gens sur la rive, quand ils regardent de mon côté, me voyant penché sur l'eau bleue qui brille, « Tiens, disent-ils, voilà Belé qui surveille son poisson. » Ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est sur une autre eau que je me tiens penché, quoique tout aussi bleu et tout aussi limpide, maintenant que le vent, que j'avais un instant troublé, est complètement retombé. Mais j'ai besoin d'être seul. C'est pourquoi je vais ainsi au petit débarcadère et j'amène à moi la chaîne et je fais tomber le crochet. Je m'assieds sur le banc du milieu, j'empoigne le rame, je tire dessus de tout mon poids, me renversant, et eux alors, là-bas, n'est-ce pas, ils m'entendent. Et je me dis bien qu'ils me voient venir. La terre m'a quitté avec tout ce qui est petit. Je laisse derrière moi ce qui change pour ce qui ne change pas. Que je me tourne seulement un peu et la rive disparaît tout entière. Il ne reste plus que le ciel et l'eau. Encore est-ce la même chose, à cause de l'image des nuages renversés qui s'ébalancent autour de moi. Et ce bleu aussi renversé, par quoi elle a une couleur. Il n'y a plus de différence en rien. Tout se confond, tout se mêle, et c'est dedans de moi ou au-dessous que je regarde. Mais ils sont là, et je les vois. Je ne suis plus jaloux, eux, ils n'ont plus peur.
Au lieu de reculer, il se soulève sur le coude. Moi, je me penche encore un peu. Ils sont tous là, comme je dis. C'est ma chère maman qui est morte quand j'étais petit et que j'appelle encore maman, comme quand j'étais petit. C'est Monsieur Loup qui a été bon pour moi et pour qui je n'ai eu que de l'ingratitude. C'est Adèle, la pauvre Adèle. C'est le petit Henri que je n'ai pas su aimer quand j'aurais dû et que je n'ai pas su le retenir près de moi quand j'aurais dû. Alors, il est sorti de la vie. Mais c'est surtout toi, Louise, parce que tu es quand même, parmi tous et toutes, la plus chère et douce à mon cœur. Toi non plus, je n'ai pas su t'aimer, du moins comme il aurait fallu, ou comme tu aurais voulu. Je t'ai aimé à ma manière, non à la tienne. Je n'ai jamais pu m'oublier. Et ainsi, tu te tourmentais, cherchant à me cacher ta peine, mais je le voyais bien quand même. Et c'était vers la fin, tu sais. Pourtant, tu ne te plaignais pas. Mais tu es là, et il n'en faut pas plus. Vois-tu, tout est changé. Je ne suis plus le même. Je n'ai plus cet air sombre, je n'ai plus ces silences, ce pli entre les yeux. Je suis devenu le vrai Samuel. Je t'aime maintenant, Louise. Et c'est pourquoi plus rien ne nous sépare. Quand je regarde ainsi et me penche vers toi et vers tout mon passé, et c'est au clair où tu te tiens, et je dis, souris-moi, parce que tu sais, toi aussi, et toi aussi tu te soulèves. Il me semble que je te vois monter hors de la profondeur vers moi. Je me penche davantage. Tu t'élèves toujours plus, et nos lèvres alors se touchent, et ma main va dans tes cheveux. Car tout est confondu, la distance en allée et le temps supprimé. Il n'y a plus ni mort ni vie. Il n'y a plus que cette grande image du monde dans quoi tout est contenu, et rien n'en sort jamais, et rien n'y est détruit. C'est un degré de plus, il faut encore le franchir. Mais on voit devant soi se lever ce visage, qui est le visage de Dieu. Lui aussi, j'ai appris à l'aimer, à le connaître. Je sais qu'il est tout et qu'il est partout. Et c'est lui seul maintenant qui demeure. Mais tout se tient en lui et je me tiens en lui. Et ceux qui ne sont plus, c'est semblablement en lui qu'ils se tiennent, ne pouvant pas en être détachés. De sorte que plus que jamais nous sommes frères, étant chacun de nous un morceau de l'ensemble et un peu de Dieu quand même, en ce sens. Quand je rame dans mon bateau, c'est à lui que je m'avance. Quand j'aborde à la rive, c'est à lui que j'aborde. Il est en haut, en bas, à droite, à gauche. Il est ici. Il est là-bas. Il est cet arbre. Il est la montagne. Le lac n'est qu'un morceau de lui. Le soleil, un morceau de lui. Et tout n'est qu'un morceau de lui, jusqu'à la navette à filet tombé, jusqu'au caillou que la vague arrondit. Qu'importe alors mon existence et le peu que je suis, limité dans ma chair. Qu'elle cesse mon existence. Je rentre dans l'autre existence. Elle est la petite, il y a la grande. Et mourir, c'est remonter. Je me dis, je remonterai et je suis tranquille. La nuit peut venir sur mon être. Je sais que la lumière ne s'étendra jamais pour les parcelles de mon être. Et cette poussière de mon être, qui a été serrée ensemble, et au jour qu'il faudra, s'éparpillera de nouveau, comme ces bonhommes des boues que font les enfants quand il pleut. Il ne me reste qu'à attendre et à vivre de mon mieux jusqu'au terme fixé. Car l'essentiel est qu'il faut vivre quand même, et il faut mourir encore vivant. Il y en a tant qui sont déjà morts quand la mort de la chair vient les prendre. Ils sont morts dans leur cœur depuis longtemps déjà, quand arrive la mort du corps. Et c'est sur ce cœur que je veille, afin qu'il dure jusqu'au bout.
Aujourd'hui, c'est le 12 août. Et voilà mon cahier fini. L'encre elle-même tire à sa fin. C'est ici une dernière page que j'écris. Regardant par la fenêtre la ligne bleue foncée que fait le lac un peu au-dessus de l'autre rive qui est cachée. On distingue plus haut les carrés verts des prés, les carrés jaunes des champs de froment, les espèces de nuages frisés que font les bois aux verdures gonflées. Et tout en haut, alors les roches de Mémise brillent comme du verre à cause d'un grand soleil. Mise en scène de Jean-Pierre Raffaelli. Et à la régie, Anthony Pièce.